Le 4 août au Burkina Faso, anatomie d'un flop subversif. Dans la nuit du 3 au 4 août dernier, Ouagadougou retenait son souffle. La date symbole de la révolution sankariste avait été minutieusement choisie par des officines subversives pour orchestrer une panique et tenter de déstabiliser le pouvoir de la transition. Mais la manœuvre s'est brisée net face au maillage sécuritaire et surtout levé de boucliers spontanés des citoyens sortis en masse pour protéger les points névralgiques de la capitale. Dans le forum de ce dimanche 9 août 2026, nous disséquons la mécanique de cette bulle de déstabilisation. Qui sont les stratèges de l'ombre qui ont tenté d'instrumentaliser l'histoire du Burkina Faso? Comment la doctrine des populations boucliers redéfinit-elle la résistance citoyenne face aux guerres psychologiques et surtout quelles leçons le capitaine Ibrahim Traoré et la révolution progressiste populaire tirent-ils de cet échec pour consolider la souveraineté du pays? Analyse, décryptage et perspective avec nos invités pour comprendre comment un projet d'insurrection s'est transformé en une démonstration de résilience populaire. Au plateau, Luc Koumea Balou Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos amis et téléspectateurs qui sont toujours à ce rendez-vous tout à fait important. Qui sont très heureux de vous avoir. Vous êtes journaliste, écrivain togolais. À votre compagnie, l'homme qui ne bouge pas, Sogoyou Kegewo. Excellence, bonjour. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs, et spécialement ceux du Burkina, puisqu'aujourd'hui nous allons parler avant tout du Burkina. Donc bonjour à tous là-bas et j'espère qu'ils sont à l'écoute pour suivre et apporter surtout leur contribution. Sogoyou Kegewo est journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Burkina, quelles sont les mains noires qui se cachent derrière la tentative d'insurrection entre guillemets du 4 août? Enregistrez cette émission, si possible, via WhatsApp essentiellement, plus 228 96 08 43 43. Je me ferai le plaisir de relayer vos messages dans la seconde partie de New World Forum. Et vous pouvez commenter également cette émission via les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Pour revenir au débat en attendant la seconde partie, je voudrais qu'on parle dans un premier temps des instigateurs de cette tentative d'insurrection et puis du mode opératoire, analyser les profils des acteurs dans l'ombre et la nature de la manœuvre, même subversive, Luc Abaki. Qui se cache réellement derrière ce coup d'essai manqué? S'agit-il de factions dissidentes internes, de politiques en exil ou de puissances extérieures hostiles au pouvoir de l'AES? Non, mais comme ils sont derrière, on ne peut pas les détecter simplement. Ils ont choisi d'être derrière. Cela veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus de la pertinence ou de l'opportunité d'une telle initiative qu'ils auraient bien souhaité initier. Mais si on doit s'en tenir à tout ce qui se racontait sur les réseaux sociaux, on sait que c'est des gens qui sont plutôt dans les émotions, qui prennent leur rêve pour réalité, et qui pensent que le Burkina Faso est encore dans l'establishment d'hier, où il suffit de raconter des histoires pour être cru et suivi. Je pense que le Burkina Faso est à un tournant décisif à travers donc, le leadership d'Ibrahim Traoré, qui se matérialise justement par des œuvres concrètes, par un narratif clair, par un discours convaincant et persuasif, par des œuvres qui parlent d'elles-mêmes. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas quel Burkinabé il serait, ces derniers seraient en mesure, vous voyez, de mobiliser pour une insurrection quelconque. Donc je pense que c'était de l'utopie tout court, mais on ne peut pas empêcher des gens qui ont toujours développé des ressentis négatifs, qui sont pessimistes par nature ou qui cultivent toujours les intérêts personnels, alors de se faire, de s'exposer à la place publique. Ils deviennent tout simplement des risées. Et je n'ai même pas envie de savoir qui c'est, parce que de toute façon, je sais que le Burkina Faso... Parce que vous avez dit que les acteurs, les indicateurs sont dans l'ombre, mais on connaît quelques acteurs, oui. Notamment ceux qui se disent sympathisants de l'imam Kindo, qui a été emprisonné pour des propos... Non, c'est des gens qui sont endoctrinés et je pense qu'ils développent juste des épiphénomènes qui n'ont aucune emprise sur la trajectoire qui est empruntée aujourd'hui par le régime Ibrahim Traoré et la nouvelle dynamique
qui est amorcée. Et voilà pourquoi je ne trouve pas opportun de leur faire une place au soleil et de les célébrer comme s'ils étaient quelque chose d'impactant ou d'important dans la nouvelle philosophie et dans la nouvelle idéologie qui est développée aujourd'hui par le régime d'Ibrahim Traoré. Je sais qu'il y a toujours des impérialistes qui sont toujours tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles, qui jouent un rôle catalytique contre le mouvement révolutionnaire dans le Sahel, parce que justement, eux, on sait que s'ils défendent leurs intérêts, ils font tout pour qu'il y ait la déstabilisation, l'instabilité, et de sorte que ces États-là ne puissent pas se construire et réaliser justement ce objectif tout à fait noble qui a fait que la population dans son ensemble se mobilise, non pas seulement dans le Sahel, mais dans l'Afrique entière, pour accompagner cette dynamique, parce que justement les peuples d'Afrique ont foi qu'à travers cette initiative, ce déclic qui est provoqué dans le Sahel, voilà, il y aura un effet domino qui va s'extendre au reste des pays d'Afrique. Excellence Sogoyou Kegewe, qui sont derrière ceux qui ont tenté de sommer le trône le 4 août à Ouagadougou? Ce ne sont pas les candidats à la déstabilisation du Burkina qui manquent. Plus quelqu'un réussit, plus il suscite de jaloux. Plus Ibrahim Traoré réussit, plus il suscite de jaloux. Donc on n'a pas besoin d'aller au microscope pour chercher ceux qui veulent déstabiliser le régime du Burkina. Tu sais toi-même qu'actuellement dans la sous-région, il y a des gens qui occupent leur place de président juste parce qu'ils ont promis aux maîtres qui vont s'occuper du Sahel, qui vont ou bien les déstabiliser, ou bien les ramener dans la CEDEAO. Et toi-même, tu vois le défilé pitoyable, les défilés pitoyables. À Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, des soi-disant représentants, quand ce n'est pas la fantomatique Union africaine, c'est la moribonde CEDEAO, et on les envoie toujours avec les mêmes discours. Mais si vous faites des choses qui ne marchent pas, il faut changer. On dit la folie, c'est le fait de faire la même chose en attendant des résultats différents. 1 plus 1 égale 2. Midi. 1 plus 1 égale 2. Soir. 1 plus 1 égale 2. Demain matin, 1 plus 1 égale 2. Donc, si tu veux obtenir autre chose que 2, ce n'est pas 1 qu'il faut ajouter à 1. Il faut ajouter 1 à 2, 1 à 3, 1 à 4, ainsi de suite. Vous allez toujours fatiguer, saouler les révolutionnaires du Sahel avec les mêmes discours. Ah, il faut revenir dans la CEDEAO. Ah, il faut faire ceci. Mais nous voulons, je l'ai dit tous les jours, quand on dit ah, on n'aime pas la CEDEAO. On n'a pas besoin d'aimer la CEDEAO. La CEDEAO même sait qu'elle n'est pas aimable. Elle ne fait rien pour être aimée. Donc c'est pour te dire que dans la sous-région, il y a des gens qui sont assis au pouvoir aujourd'hui. On a toléré leur présence au pouvoir parce qu'en monnaie d'échange, ils ont dit on va déstabiliser le Burkina, on va déstabiliser le Sahel, on va déstabiliser le Niger. Et le maître à qui ils ont fait cette promesse imprudente, je dis que c'est imprudent parce que ça les dépasse. Pour déstabiliser le Sahel, il faut être militairement plus fort que le Sahel. Et je ne vois pas ces pays-là militairement plus forts que le Sahel. Donc, ces promesses imprudentes, mais chaque matin, le maître demande, mais vous en êtes où là? Ah non, chef, on est en train d'organiser, on a trouvé des imams, ils vont remuer la frange musulmane de la population, on a trouvé les anciens de Blaise Compaoré, dont les milliards volés sont en train de diminuer un peu, et ils sont prêts à tout pour renflouer leur compte, on a trouvé. Donc c'est pour te dire que on n'a pas besoin de chercher au microscope pour trouver ceux qui sont intéressés à déstabiliser le régime du capitaine Traoré, tout comme les régimes du Mali et du Niger. Ils sont là. Maintenant, quand vous me parlez des adeptes de l'imam Kindo ou d'un autre imam, mais moi je suis sur les réseaux, il y a des imams burkinabés qui parlent de l'islam, qui expliquent ce que c'est que l'islam, qui disent le genre de formation qu'on donne aux gens en Arabie Saoudite ou dans les Émirats là-bas, et qui sont des formations toxiques pour l'Afrique. Il y a des imams qui le disent. Eux aussi, ils sont imams. Ils ont appris le même Coran, la même religion. Et ces partisans de l'imam Kindo
Mais moi, je les invite à tourner un peu le regard vers l'Arabie Saoudite. On dit quoi? C'est la capitale de l'islam. L'actuel prince d'Arabie Saoudite, Mohamed bin Salman, MBS, le célèbre MBS. Vous voyez ce qu'il est en train de faire, les réformes qu'il est en train d'amener, c'est pour que les gens sachent que l'islam n'est pas incompatible au bon sens, il n'est pas incompatible au développement, il n'est pas incompatible au bonheur général d'une population. Et je crois que dans nos pays, on doit commencer à réfléchir pour se dire qu'une religion ne peut pas se poser comme base de malheur de toute une population, surtout que toute la population n'est pas musulmane. Donc moi je crois qu'on doit faire très attention pour que les gens n'utilisent pas cette histoire d'Imam Kindo pour approfondir comment on dit ça, les divisions. Les divisions entre les populations du Burkina. Et je crois que l'imam Kindo, il représente sa mosquée. Bon, d'accord. Les autres imams sont là. Ils prêchent et ils prêchent la religion. Ils ne prêchent pas la politique et ils ne prêchent pas comment tuer le pays avec la religion. Analysons une autre hypothèse, une sorte de convergence d'intérêts. Luc Kamaki, existe-t-il une alliance possible une alliance d'opportunités, bien sûr, entre les groupes armés terroristes et les milieux d'affaires impactés par les réformes du régime de transition et les réseaux géopolitiques? Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu la stratégie qui avait été adoptée contre le Mali, où il y avait certains leaders politiques qui sont donc en exil à l'extérieur, qui émettaient l'hypothèse d'un mouvement collégial avec les terroristes, les rebelles, le monde politique, etc., pour qu'on puisse faire une ligue d'ensemble qui permettrait de déstabiliser par exemple le Mali. Ce schéma peut être facilement reproduit au Burkina Faso, puisque justement, ces derniers-là, tous ceux dont nous parlons, sont des gens qui pensent que leur intérêt personnel n'étant plus promu et répandu, il y a un problème. Et donc, je ne serais pas étonné qu'aujourd'hui, les milieux politiques puissent se coaliser justement avec les terroristes, etc., dans le seul but de renverser justement le régime d'Ibrahim Traoré, qui, il faut encore le rappeler, réalise quand même des prouesses extraordinaires. En réalité, un citoyen, lorsqu'il est dans un pays, il attend quoi? Il attend juste un écosystème sociopolitique qui lui permet, lui, de faire valoir ses compétences et de vivre à partir justement des compétences ou du moins de ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, je pense que le travail que le pays de l'AES est en train de faire est un travail formidable qui répond aux aspirations essentielles et fondamentales de tout être humain qui jouit de ses facultés et qui a le sens de contribuer à la vie de sa nation. Mais quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec une philosophie. Il a promis de traquer les terroristes. Il le fait, oui ou non? Il a promis de l'électricité au peuple burkinabé. Il le fait, oui ou non? Les centrales thermiques qui sont en train d'être inaugurées un peu partout. Tout ce qui se fait dans le domaine de l'agriculture, où il a compris qu'en réalité, la seule richesse sur laquelle il peut compter pour implémenter sa vision, c'est l'être humain, c'est le citoyen burkinabé. Mais donc, sur le plan de la sécurité, il y a encore des zones pas récupérées par les pouvoirs. C'est intéressant que vous puissiez faire allusion à cette question d'insécurité qui demeure encore. Mais pour répondre à cette question, il faut juste questionner les conditions ou bien la situation du pays au moment où quelqu'un comme Ibrahim Traoré arrivait au pouvoir. Alors, vous savez très bien que presque les 3/4 du pays étaient entre les mains des terroristes. Il y avait des sanctuaires un peu partout au Burkina Faso et les incursions terroristes arrivaient même à la capitale. Vous vous rappelez toutes les attaques qu'il y avait même dans les cafétérias, dans les bars, etc. au Burkina Faso. Tout le travail qui a été fait, c'est un travail de titan immense qui montre clairement qu'en réalité, c'est un leadership visionnaire, pratique et pragmatique qui est en train de contrer véritablement un phénomène asymétrique, toujours difficile à contrer parce que les tapis, on a parlé tout à l'heure des tapis, des gens qui sont tapis dans l'ombre, ça veut dire qu'eux, ils ne demandent pas. Surtout que les impérialistes, eux, ils considèrent cela comme un défi majeur, où ils considèrent d'ailleurs l'arrivée ou bien l'attitude
des dirigeants de l'AES comme étant une défiance qui comprimait leur autorité et leur influence dans nos régions. Ça veut dire que eux qui fabriquent donc nos francs CFA en Europe là-bas peuvent les distribuer, essayer d'endoctriner les gens, essayer de les manipuler pour qu'à tout moment, ils puissent toujours harceler ces régimes-là et faire en sorte que ce phénomène puisse perdurer. Mais quoi qu'on dise, les résultats auxquels donc, ces dirigeants-là sont arrivés aujourd'hui relèvent quand même du miracle, tout simplement. Parce que personne n'aurait pu imaginer qu'un pays aussi détecté comme pauvre, hein, qualifié de pauvre au plan mondial, etc., dans les classements classiques habituels, puisse aujourd'hui être capable de s'armer à ce point, de réorganiser non seulement son armée, mais sa société, de sorte qu'il puisse avoir des volontaires qui s'engagent farouchement pour la cause nationale. En fait, c'est là où se trouve le génie des régimes du Sahel. C'est-à-dire comprendre qu'il faut développer une vision qui permet à chaque citoyen de se retrouver justement dans la vision que vous implémentez et se sentir concerné justement par cette cause-là. C'est ce qui fait qu'au bout du compte, même s'il y a encore des petites incursions, des gens tout à fait désespérés et déroutés, il y a un travail de fond qui est fait et la dynamique est portée par le peuple lui-même. Voilà pourquoi les histoires d'insurrection et tout ce qu'il y a comme idée de fronde, etc., ne peuvent véritablement pas prospérer parce que le substrat de base est bien construit et la population dans son ensemble comprend véritablement où on veut l'amener et quel rôle chaque citoyen devra pouvoir jouer justement dans cette dynamique qui est amorcée. Excellent, je voudrais analyser avec vous le mode opératoire de ces maîtres de l'ombre. Alors, que voulait-elle faire exactement? Un coup d'État classique, un coup d'État militaire, une insurrection populaire provoquée ou une stratégie du chaos par la désinformation? Je crois que les Burkinabés vivent au Burkina. Dans les villes, dans les campagnes, les villages les plus éloignés, même les coins du pays qui ne sont pas encore complètement sécurisés, les Burkinabés y vivent et ils savent tous, du plus humble au plus haut placé, que le chaos ne leur apporterait absolument rien. Ils savent ça. Comment donc peut-on créer le chaos en appelant l'insurrection? Insurrection pour faire comment? On sort dans la rue, on se met à tirer sur les gens ou bien on fait comment l'insurrection? Luc a dit tantôt, et je l'ai dit à l'introduction, que si ça réussit, ça énerve les gens. Luc a insisté sur le fait que le capitaine Ibrahim Traoré apporte les réponses aux préoccupations de la vie quotidienne des citoyens. On dit l'eau, il y a l'eau. On dit l'électricité, il y a l'électricité. On dit la nourriture, il y a la nourriture. Mais Luc, justement, c'est ça qui énerve les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que les Noirs n'ont pas droit au bonheur, même au minimum. Comment veux-tu qu'un pays comme le Niger, qui exporte l'uranium, qui éclaire la moitié de l'Europe, n'ait pas d'électricité? On lui fait vendre une électricité par un pays voisin soumis et à la moindre alerte, on lui dit coupe et il coupe. Pourquoi? Donc, c'est pour te dire que si Ibrahim Traoré réussit et de plus en plus de Burkinabés sont satisfaits, mais ça lui vaudra de plus en plus d'ennemis parce qu'on ne veut pas ça. Le noir est fait pour souffrir. Le noir doit être un mendiant. Alors, parce que, écoute bien, regarde bien autour de toi. L'Africain, tu peux lui donner tout le budget de son pays, mais il n'est pas heureux. Il ne sera heureux que s'il sait qu'à côté, il y a des gens qui souffrent. Parce que la souffrance des autres lui servent d'instrument de mesure de son bonheur, de sa force et de sa puissance. Les gens en sont là aujourd'hui. Dire que tous les Burkinabés vont graduellement avoir accès au bonheur, avoir accès à l'eau, avoir accès à une agriculture, disons, modernisée, avoir accès à l'électricité, avoir accès surtout à la santé, avec des hôpitaux mobiles. Mais tu crois que ça va plaire à tout le monde? Oui, vous soulevez tous ces bons points. Lucas a fait son développement. Oui. Mais sur le plan sécurité, les critiques sont absurdes. La dernière en date, c'est le président nigérian Tinubu qui considère que les régimes de l'AES sur le plan sécuritaire sont totalement Tinubu, tu sais, nous tous, nous le respectons beaucoup. Qui ne respecterait pas un homme de son âge et surtout un homme qui dirige un si grand pays? Mais est-ce que tu es sûr que Tinubu a demandé les conseils, ne serait-ce que de son, comment on dit ça, de son conseiller militaire
ou de son conseil diplomatique avant d'aller parler comme ça devant les chefs traditionnels. D'ailleurs, il a bien fait de parler devant les chefs traditionnels parce qu'il croit que ceux-ci sont plus faciles à embobiner. Si Tinubu avait parlé comme ça devant le Sénat nigérian, devant l'Assemblée nationale nigériane, devant le gouvernement nigérian, il aurait eu une réponse. Les pays du Sahel n'auraient même pas besoin de lui répondre. Vous ne pouvez pas, depuis 2002, cultiver Boko Haram, qui devient un abcès bien accroché à votre corps et qui a métastasé, comme disent les médecins à propos du cancer, dans les autres pays. Et aujourd'hui, curieusement, vous dites non que c'est les autres pays. Est-ce que c'est les crises du Sahel qui ont amené Boko Haram au Nigeria depuis 2002, je crois? Est-ce que c'est la crise? Il n'y avait pas de crise au Sahel. C'est plutôt les crises d'insécurité au Nigeria qui ont fait des émules et qui aujourd'hui contaminent toute la sous-région. Donc moi je crois que j'ai suivi un peu la réponse officielle, la réaction officielle du Burkina. On a invité le chargé d'affaires du Nigeria. On lui a parlé en toute sagesse. On n'a pas alimenté la polémique. On a dit, bon, nous sommes dans la même barque. Est-ce qu'on a besoin de dire ça? Maintenant, quand les Américains sont allés bombarder le Nigeria, c'était aussi pour des terroristes venus du Burkina, du Mali ou du Niger. Je crois que ce que Tinubu a dit, il veut juste mettre de l'eau au moulin de tous les satrapes français, oligarques satrapes français, qui veulent à tout prix chercher un moyen pour que la communauté internationale agresse les pays du Sahel. Donc on dit non, si Tinubu, qui est la plus grande puissance régionale, clame que l'insécurité dans son pays vient du Sahel, c'est pour mobiliser donc les pays là, ceux qui sont contre les Noirs, pour qu'ils viennent attaquer le Sahel. Ça n'a pas un autre objectif parce que le président Tinubu, dont nous admirons l'intelligence et la persévérance politique, il sait que ce qu'il dit est faux, archi faux. Ses conseillers savent que c'est faux. Son Sénat sait que c'est faux. Son Assemblée nationale sait que c'est faux. Son gouvernement sait que c'est faux. Mais il a dit pour faire plaisir à celui que vous savez, parce que bientôt peut-être on va lui offrir notre danse. Il aime beaucoup danser là-bas. Donc après ça, je ne serais pas surpris qu'on lui offre une autre danse. Donc la sécurité, pour répondre à ta question sur la sécurité, pour finir, quel pays de la sous-région peut clamer haut et fort qu'il est en sécurité? Est-ce que le Nigeria est en sécurité? Non. Le Bénin, on parle de terroristes bien campés dans le parc W. Est-ce qu'ils sont en sécurité? Non. Le Togo, dans le nord, nous avons affaire à des terroristes. Tout le monde le sait. Est-ce que nous sommes en sécurité? Non. Vous attendez que les gens viennent tirer à Cotonou, à Lomé ou à Lagos avant de savoir que vous n'êtes pas en sécurité. La Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas d'incursion terroriste. Elle n'a pas quoi? Elle n'a pas connu. Elle n'a pas quoi? Donc, aucun pays ne peut se vanter d'être à 100% en sécurité. Tous ces gouvernements luttent. La seule chose qu'on demande aux Africains que nous sommes, c'est de se mettre ensemble pour combattre le mal si nous sommes convaincus que tout ce qui se fait est mal. Or, parmi nous, des gens ne sont pas convaincus que c'est du mal parce qu'ils connaissent les commanditaires de ces acteurs de la violence et les commanditaires là les payent. L'Africain est le seul qui peut tendre la main, prendre l'argent pour trahir son pays, trahir son peuple. C'est l'Africain. Aucun Américain ne fait ça, aucun Chinois, rien. Luc, je voudrais vous prendre maintenant sur le phénomène des populations boucliers et la réaction citoyenne. La sortie massive, la veille du 4 août, des citoyens au point névralgique de Ouagadougou. Est-ce que c'est un résultat d'un réflexe de défense patriotique spontanée ou d'une mobilisation encadrée par la veille citoyenne selon vous? Non, c'est les deux à la fois. Mais je vais quand même revenir sur le cas Tinubu avant de développer cet aspect parce que, en fait, s'il y a quelque chose de réellement dramatique qu'il faut déplorer et dont il faut s'inquiéter, c'est la dégradation de la valeur présidentielle dans nos milieux, en Afrique. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on constate qu'on a des dirigeants qui parfois parlent avant de réfléchir ou du moins sont animés par un esprit plutôt pernicieux, au point de raconter des choses qui n'ont pas une emprise réelle, enfin en tout cas sur le réel. Alors, quelqu'un comme Tinubu,
dont le pays a vécu justement, comme l'a dit l'ambassadeur à l'instant, le phénomène Boko Haram pendant des années. Et qui a eu même des conséquences sur les voisins comme le Cameroun, le Niger, etc. etc. Le Tchad, etc. Et qui a occasionné la mobilisation de ces armées-là pour l'aider à traquer ce phénomène-là. Aujourd'hui, devant les chefs traditionnels, il tient un tel propos pour se désengager ou du moins dire, enfin, jouer à la victime pour donner le sentiment que, bah, écoutez, le phénomène que nous subissons là vient plutôt du Sahel. Je trouve cela plutôt irresponsable et très lâche. Et extrêmement dangereux parce que depuis toujours, la CEDEAO, depuis un moment, semble nous dire, ah oui, bah, on va mettre une force pour lutter contre le terrorisme. Ils l'ont dit. Ils ne le font jamais. Mais pourquoi ils le disent? Et aujourd'hui, Tinubu nous donne le sentiment qu'en fait, c'est un boulet que traînent exclusivement les pays du Sahel et que c'est parce que peut-être ils le traitent mal que le phénomène se métastase. Vous voyez toute la supercherie et la mesquinerie qui entoure ce genre de langage devant les chefs traditionnels qui sont censés être dépositaires des valeurs du vivre ensemble, qui donc sont plus proches de la population. Et donc, une fois qu'il le dit, l'esprit, dans son esprit ou dans son entendement, il veut que ce type de message-là soit répercuté auprès de la base, de la population à la base, qui alors va comprendre que, ah non, non, notre problème vient de l'extérieur. Et ça, c'est totalement irresponsable. Et je pense que, comme l'a dit l'ambassadeur, ça, il n'est pas idiot, hein. Tinubu n'est pas idiot quand même. À son âge et puis, vu tout son parcours, ça veut dire qu'il est en train de faire des clins d'œil à quelqu'un quelque part pour légitimer les projets d'intervention militaire ailleurs. Et je pense qu'il faut le mettre tout de suite en garde. Et je pense que les pays de l'AES ont bien fait, ensemble avec les chargés d'affaires du Mali et du Niger, d'interpeller le chargé d'affaires du Nigeria pour lui remonter les bretelles et lui rappeler les faits de l'histoire en ce qui concerne justement ce phénomène d'insécurité. Bon, en ce qui concerne la mobilisation, oui, les phénomènes la mobilisation, et on ne peut pas être étonné de voir des Burkinabés se mobiliser, s'organiser pour constituer un bouclier réel pour défendre quoi? Pour défendre la cause nationale, pour défendre le bien commun, pour défendre les œuvres qui sont réalisées à leur profit par un leader charismatique qui se prend pour leur cause quotidienne. Et donc, c'est pour ça que nous disons à chaque fois que le dirigeant ne devait pas être dirigeant qui veut, mais celui-là qui en a les capacités. Et cette capacité-là, ça rime avec une sorte de sacrifice. La dernière fois, Traoré était quelque part où il dit, mais moi, je n'aime pas sacrifier ma jeunesse pour rien. Mais lorsqu'il le dit, c'est pas peu dire. C'est un jeune qui aurait pu jouir justement de sa carrière de militaire, d'abord même à partir de sa formation de géologue, etc. Il aurait pu gagner un très bon poste d'ingénieur dans les mines, etc., pour se faire de l'argent et donc se contenter de sa famille nucléaire, etc., etc. À partir de l'instant où il a été militaire, il est militaire, il a été au front, à plusieurs fronts à la fois, il a vécu toute l'injustice, l'hécatombe que ces citoyens étaient en train de suivre et il s'est décidé justement à prendre le taureau par les cornes et assumer une charge de l'État. Mais c'est un capitaine. Et on aurait pu donner le pouvoir à un général. Il y a des généraux au Burkina Faso, il y a des colonels, il y a des commandants. Mais si on l'a ciblé, c'est parce que justement, il s'est revêtu des attributs de quelqu'un qui se prend pour la cause d'autrui. Parce qu'il est empathique pour l'être humain, pour son concitoyen, il est prêt à sacrifier justement sa vie pour un tel homme qui se fait bien comprendre de par sa droiture, son langage, ses œuvres et tout ce qu'il mène et qui épanouit justement l'esprit du peuple burkinabé. Je pense que le peuple dans son ensemble ne peut pas manquer de stratégie, de mobilisation pour pouvoir justement contrer tous les projets funestes de déstabilisation qui pourraient donc court-circuiter cette symphonie qu'il a amorcée et qui fait rêver le peuple burkinabé. Excellence, c'est la énième fois que les populations descendent dans les Ouagadougou. Moindre rumeur de déstabilisation, de tentative de déstabilisation. En quoi cette doctrine civique de protection populaire modifie-t-elle le rapport de force traditionnel entre ceux qui veulent déstabiliser le régime potentiellement et le pouvoir central? Tu sais, une révolution ne peut tenir que si elle est populaire. C'est tout. Et la révolution burkinabé est populaire. Et tous les gens qui sont dans la rue, ils savent
que leur vie, leur avenir est en jeu si on laisse des gens qui dorment tranquillement à Abidjan et à Paris venir mettre le pays à feu et à sang, parce que je ne sais combien de millions de Burkinabés, ils n'auront pas tous des villas au bord de la lagune Ébrié à Abidjan, ils n'auront pas tous des appartements dans le 16e arrondissement à Paris. Ils savent ça, que le Burkina, c'est leur terre, la terre que Dieu leur a donnée, la terre que leurs ancêtres leur ont laissée, et qu'ils ont le devoir moral, le devoir, devoir tout court, Sacré même. sacré, de protéger cette terre. C'est pourquoi chaque fois qu'ils entendent des bruits malveillants, tout le monde se met sur pied, ils prennent disons leurs armes. Bon, ils ne sont pas armés, ils auraient pu être armés, et ils sortent, ils disent, si vous voulez vous en prendre au capitaine Ibrahim Traoré, qui est notre icône, qui est notre idole, qui est notre planche de salut, alors là, vous marcherez sur nous avant de l'atteindre. Gilles, je voudrais ajouter encore un mot sur les propos du président du Nigeria. On ne doit pas sous-estimer ça. Absolument. Je dis que c'est un appel. Tu vas voir que les gomards, qui vont dire, ah, on vous avait dit non, il y a l'insécurité là-bas, bon, l'ONU, on va aller attaquer. Ils sont en train de faire le forcing pour mettre un de leurs esclaves, en l'occurrence Macky Sall, à l'ONU. Il va dire non, il faut aller attaquer. On va dire, ah, c'est un Africain. Voilà, il dit que les gens là, ils apportent l'insécurité. Donc, un pays comme le Nigeria, actuellement, le responsable des peuples du Delta, j'oublie son nom, il est en prison parce qu'ils sont en rébellion permanente dans le Delta du Niger, dans ce qui autrefois se faisait appeler pays Ibo. Mais est-ce que c'est aussi une contagion des pays du Sahel? Est-ce que c'est les pays du Sahel qui causent les troubles dans le Delta du Niger? Non. Mais chacun a ses problèmes, chacun n'a qu'à prendre avec courage ses problèmes et chercher à les résoudre. Ce que nous demandons au Nigeria, qui est une grande puissance, la plus grande puissance de la région, c'est justement de joindre ses forces aux autres pour combattre le terrorisme. Si le Nigeria est conscient que le terrorisme qui le menace vient du Sahel, qu'est-ce qu'il fait pour le combattre? Il ne fait rien. Au contraire, il va danser, après il promet, ah, je vais vous les amener. C'est un artiste. Il n'amènera personne. Ouais, chorégraphe. Il n'amènera personne. Je dis bien, il n'amènera personne. Même leur cadavre, il ne peut pas leur amener. Donc je crois que les Africains doivent être sérieux. On ne peut pas être là. On se fait élire par des populations et après, on s'en fout complètement des intérêts de ces populations. Chaque matin, on prend un coup de fil de quelque part pour diriger le pays avec les coups de fil qui viennent de l'étranger. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais Luc, maintenant... pour revenir sur les mobilisations populaires. Vous avez épuisé votre temps de parole. Non. Pour revenir sur les mobilisations populaires, je l'ai dit, tout le monde se sent concerné et la révolution est un fruit, un acquis à défendre et tout le monde est prêt à verser son sang pour défendre cet acquis-là. Voilà. Pour boucler cette première partie, je voudrais qu'on fasse le diagnostic du flop de cette tentative d'insurrection et tirer les enseignements stratégiques. Luc, pourquoi cette manœuvre a-t-elle échoué? Pourquoi s'est-elle effondrée aussi rapidement sans trouver d'ancrage réel au sein des forces de défense et de sécurité? Mais c'est normal, parce que justement, ce qu'ils sont en train de vendre n'a aucun intérêt pour le peuple burkinabé. Est-ce que quelqu'un a interdit la marche du 4 au Burkina Faso? Les autorités n'ont même pas réagi à cela, ils n'ont même pas sorti un communiqué pour dire, ah oui, n'écoutez pas tout ce que les gens racontent. Non. Pourquoi? C'est parce que le travail a été fait en amont. C'est-à-dire le travail de mobilisation des consciences autour des défis, des idéaux et des enjeux qui concernent le peuple burkinabé. C'est un travail de fond qui a été fait. Et quand chaque fois nous célébrons le nouveau narratif et le style du leadership des pays du Sahel, les gens pensent qu'en fait, on parle simplement dans l'air, qu'on est juste emballé comme ça. Non, c'est parce que nous savons qu'il y a des stratégies, des mécanismes de fonctionnement d'une gouvernance d'État qui permet la mobilisation populaire. Alors, si vous n'avez pas ce art-là, si vous n'élaborez pas des stratégies qui permettent au peuple de vous comprendre et de savoir exactement où vous voulez aller, si vous n'avez pas un comportement décent, exemplaire, vous n'incarnez pas les valeurs identitaires et les vertus propres à l'être humain
de sorte que ceux-là que vous avez la prétention de diriger puissent se retrouver en vous. Si vous ne vous rendez pas disponible pour vous consacrer exclusivement à la cause des gens dont vous avez la prétention de diriger, ils ne vont jamais se battre pour vous. Il n'y aura jamais de spontanéité autour de vous parce que vous n'avez pas réussi cette stratégie qui permet de forger des inconditionnels. Aujourd'hui, le Burkina Faso, tout comme le Mali ou le Niger, ont réussi le pari de forger des inconditionnels. C'est-à-dire qu'ils ont fait de leurs citoyens leur bouclier de base. Ce ne sont pas des moutons apeurés, ce n'est pas un cheptel qu'on conduit de façon bête sans qu'on ne tienne compte de leur intelligence, mais c'est des gens dont on a allumé la conscience, c'est dont on ouvre les yeux sur ce qu'ils doivent faire pour contribuer à la vie de la nation. Et c'est ce qui explique. Les abeilles de Reporters sans frontières. En tout cas, je ne sais pas. C'est ce qui explique que, sans même que le dirigeant n'appelle au secours, n'appelle à une mobilisation quelconque pour contrer des gens, ils savent déjà, chacun sait ce qu'il doit faire. Ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec la corruption ou quoi que ce soit, mais les paroles et les actes, les œuvres déjà réalisées, le parcours, la voie dessinée, et puis l'enthousiasme que les actes que vous réalisez provoquent dans la vie de chaque citoyen. Vous imaginez que le Burkina Faso recycle très gentiment les prisonniers pour faire d'eux des créateurs de la richesse nationale. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Agricole. Absolument. Donc, des tonnes de produits agricoles sont issus du labeur des prisonniers qu'ailleurs on utilise comme étant des va-nu-pieds, que des gens dont on n'a même plus besoin, qui subissent les supplices. On a dit non, mais écoutez, on va vous extraire, on va vous mettre de ce côté-là. C'est pour vous redresser parce que vous êtes, voilà, avec la loi, mais on sait que vous avez encore vos facultés. On peut vous recycler, on peut vous utiliser sous d'autres fronts. Parce qu'en tant que citoyen, l'État a déjà investi en vous. D'abord pour aller à l'école, pour utiliser les routes, l'électricité, partout. Tout ce qui est déjà mis en place par l'État, vous en profitez. Vous devez pouvoir contribuer. Donc cette redevabilité du citoyen vis-à-vis de son État, mais les États du Sahel capitalisent cela. Eux-mêmes, prisonniers, ils sont très heureux de pouvoir se rendre utiles, de produire de la richesse et d'être même encore donc riches, même étant prisonniers. Vous voyez toute la stratégie, ce dont nous parlons. Et ça, pour développer ce genre de stratégie, il faut que vous compreniez que votre richesse, c'est l'être humain. Que vous l'aimiez, que vous ayez pour obsession de l'épanouir véritablement. C'est ce que nous demandons à nos dirigeants. Donc, si vous n'êtes pas disponible pour votre peuple, si vous n'êtes pas là pour réfléchir fondamentalement au meilleur devenir de chacun de vos citoyens, vous ne pouvez pas être capable de ce genre de capitalisation de vos ressources et qui va vous revenir en retour lorsque quelqu'un vous veut du mal. Parce que le mal contre Ibrahim Traoré serait le mal inévitable contre chaque citoyen burkinabé. Voilà comment il faut comprendre le flop que cette initiative a donc connu au Burkina Faso. Oui, Excellence, oui. Est-ce que ce pétard mouillé du 4 août va renforcer tu parles du flop. La légitimité d'Ibrahim Traoré pour accélérer les réformes souverainistes et la refondation de l'État, selon vous? Ibrahim Traoré n'a pas besoin des rêveries des aventuriers pour renforcer sa légitimité. Ce serait extrêmement grave. Ce que j'allais dire, tu parles de flop. Faisons attention, réfléchissons un peu. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas agent de la sécurité. Mais est-ce que tu crois que quelqu'un qui veut venir attaquer effectivement va dire « je viens tel jour » ? Ils ont annoncé qu'ils vont venir, que le 4, ils vont en finir avec le régime. Les populations se sont mobilisées. Ils vont continuer à le faire jusqu'à ce qu'il y ait une lassitude et que les populations se disent « non, tous les jours on dit ça, il n'y a personne qui vient, nous on ne va pas aller se fatiguer ». C'est justement là que se trouve le piège. Il faudrait que les Burkinabés sachent que 1000 tentatives de venir, ça fait 1000 sorties de protestation. Parce que le danger est là-bas. Ils vont créer une atmosphère de lassitude. Bon, on vient attaquer, on ne vient pas. Demain, on vient, on ne vient pas. Les vrais attaquants n'annoncent pas. Ils vont préparer une surprise. Et il faut que les Burkinabés s'apprêtent à faire face à la surprise. C'est ça, c'est là-bas que se trouve le danger. Et quand tu vois toutes les intrigues, je te dis que des gens sont encore au pouvoir parce qu'ils ont promis
la déstabilisation du Burkina. Sinon, ils ne seraient pas au pouvoir. Il y a longtemps, on les aurait balayés pour faire place à des équipes nouvelles. Non. Ils ont promis la main sur la Bible. Si, je suppose que c'est des choses, des croyants, que non, ne vous en faites pas. Grand chef blanc, on va te les amener. C'est des enfants. Voilà. Donc, il n'y a pas de flop. Il y a un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai. On mobilise, les jeunes se mobilisent. Un autre ballon, ils se mobilisent 2, 3, 4, 5 fois. Ils vont dire, oh bon, on est fatigué, c'est à Daïra, ils font ça, ils ne viennent pas. Et c'est le jour-là, ils vont venir. Donc, peuple burkinabé, jeunesse burkinabé, tant qu'il y a même une rumeur de déstabilisation, tout le monde sur le qui-vive. Lucas Maki, une fois l'échec d'une manœuvre, c'est peut-être le succès de plus, un succès de plus pour Ibrahim Traoré. Bon, dans tous les cas, je pense que l'ambassadeur a tout dit. Hein. En fait, c'est les dirigeants du Sahel, en l'occurrence Ibrahim Traoré, n'attendent pas les émotions des gens, les rêveries, tout ça, pour pouvoir conduire leur ligne. Ils sont suffisamment populaires et c'est leurs ennemis qui se rendent compte que tout ce qu'ils sont en train de faire là, d'ailleurs même la mobilisation de la population sans que les dirigeants n'aient eu à le leur demander, va même peut-être surprendre Ibrahim Traoré lui-même. Il se dit, cette population est tellement éveillée, peut-être qu'elle est en train de donner des performances qui sont au-delà même de ses attentes. Et c'est tant mieux. Parce que, vous voyez, lorsque vous plantez un arbre fruitier, il peut produire des fruits au-delà même de vos attentes. Et c'est ça qui est bien. Donc, Ibrahim Traoré n'a plus d'efforts à faire. Sa popularité, sa légitimité ne feront que se consolider. Tout simplement parce qu'il ne dévie pas de sa trajectoire. Il reste consistant, cohérent et persévérant. Et c'est tout ce qu'il faut pour un leader. Donc, on a tellement de prétentieux, de vendeurs d'illusions, que d'habitude, on nous a toujours habitués à des langues de bois, à des promesses fallacieuses, à des langages qui ne tiennent pas avec le réel. Au point où, finalement, lorsqu'un président réussit à mobiliser quelques gens autour de lui pour faire un petit bouclier, on pense qu'il est célèbre. Non. Je pense que la révolution au Burkina Faso et dans les autres pays du Sahel est un modèle très inspirant. Et je pense que Burkina Faso fait bien de s'appuyer sur la date du 4 août. Parce que normalement, de façon officielle, la date d'indépendance du Burkina Faso, c'est le 5. Alors, si on s'appuie sur la date du 4, c'est parce que Thomas Sankara avait opéré justement son coup le 4 août 1983, et à partir de cela, il a semé une graine nouvelle. Il a lancé qui la est donc Révolution démocratique populaire. Absolument. Et donc, il a lancé cette dynamique-là. Je pense que le terrain a été suffisamment construit en 4 ans de gouvernance de Thomas Sankara. Il avait déjà repiqué dans l'esprit des citoyens burkinabés l'idée de la révolution, l'idée de la souveraineté, l'idée de l'affranchissement par rapport à tous ces nœuds-là qui sont dressés par le colon et les traîtres, les ennemis, en tout cas des populations du Burkina Faso. Et donc, dès lors que Ibrahim Traoré vient se greffer donc à cette date pour continuer une œuvre qui avait déjà été initiée, la brèche va prendre. Ça prend tout simplement parce que lui aussi, il se montre suffisamment cohérent, il se montre suffisamment empathique et vraiment mobilisé, prêt même à mourir pour la cause du Burkina Faso. Mais qu'est-ce qu'on peut chercher de mieux pour un dirigeant? Alors, est-ce que quel message le Burkina Faso envoie à la région après cette nouvelle preuve de résilience populaire? C'est une question que je vais vous balancer dans la seconde partie de New World Forum, parce que là, nous sommes déjà à la fin de la première. Nous allons vous proposer les contributions des téléspectateurs également, mais tout de suite, c'est une pause pour une nouvelle édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes. OK.